Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Je dois d'abord remercier Alab pour pouvoir être ici avec vous, Daniel, avec je vais te tutoyer, comme on s'est dit en avant. Et pour moi, c'est une opportunité qui m'honore beaucoup et je me rends heureuse. J'espère que je pourrai bien en profiter d'être avec toi aujourd'hui. Je pense que je devrais me présenter rapidement afin de commencer à apporter une partie de tes relations de coopération avec le Brésil. Alors, comme tu le sais bien, je suis professeure à UNIRI, mais je pense que c'est important de dire, c'est que j'appartiens au groupe Discours, Travail et Éthique, qui rassemble autres de chercheurs de diverses universités brésiliennes, des professeurs et des chercheurs du groupe Atelier Langage de Travail, coordonné par le professeur Maria Cecília Pérez de Souza Silva, avec qui, Daniel, tu as construit une histoire de coopération fructueuse dans le cadre d'un accord entre le Brésil et la France. Et il y a eu aussi la publication d'un livre et plusieurs échanges. Et certains doctorants, Vera Santana, Marcos Vieira et moi-même, sont allés chez vous à la PST pour effectuer un stage de doctorat. Et alors, moi aussi, j'appartiens à un groupe de psychologie sociale qui s'appelle Mode de vie de travail, où il y a d'autres chercheurs qui ont également fait un stage de doctorat chez vous, comme Elder Muniz et Denise Alvarez. Et sans oublier les échanges à Rio dans la COP au FRJ avec professeur Vera Feitosa et d'autres. Alors, Daniel, c'est juste pour dire que je crois que ce sont les raisons pour lesquelles j'ai reçu cette invitation que je n'ai pas hésité à accepter. Alors, je te demande de te présenter en clarifiant. Es-tu plutôt un linguiste, un analyste du travail, le D ou autre chose? Aller sur le terrain ou suivre les trajectoires et déplacements des textes, c'est en raison d'une conviction épistémologique qu'il faut participer au mouvement dialogique dont il fait partie ton objet d'intérêt linguistique, ou c'est pourquoi le travail existe en tant qu'activité humaine et quiconque veut l'étudier en faire un objet, quels que soient les objectifs, doit-il aborder les situations dans lesquelles les activités de travail se développent? Tu as bien compris? J'ai bien compris, mais tu pourras me corriger s'il le faut. Alors, la première des choses, c'est que vous me remerciez beaucoup, mais c'est à moi aussi de vous remercier. Je suis très honoré de cette invitation et très heureux. Alors, honoré, ça, c'est un peu de la rhétorique universitaire. On dit toujours qu'on est honoré d'être invité à s'exprimer devant des collègues et devant des chercheurs, devant un public. C'est vrai, mais je suis surtout très heureux parce que ça me permet à nouveau d'échanger, de retrouver des conditions de discussion que j'ai connues chez vous à Rio, notamment à Rio, partout au Brésil, mais à Rio spécifiquement, il y a déjà pas mal d'années, et c'est vraiment pour moi une situation très, très, très agréable. Alors, me présenter. Eh bien, je suis professeur à l'université d'Aix-Marseille. On appelle ça un professeur émérite, ce qui signifie que j'ai maintenant cessé d'enseigner devant des étudiants, mais je poursuis une activité de chercheur, et je dois dire que même je poursuis une activité de chercheur très importante, d'autant plus que comme nous ne pouvons plus sortir et nous ne pouvons plus participer à des réunions, je travaille tout seul, c'est-à-dire que je travaille beaucoup plus. Ouais. Ça n'est pas drôle, mais ça me fait rire quand même. Bien. Ouais, moi aussi, c'est pas drôle du tout. Je sais que malheureusement, nous sommes dans la même situation. Eh bien, mon parcours et ma trajectoire
est à l'origine caractérisé par le fait que je suis bien sûr professeur de linguistique générale, ce qui en France constitue une originalité sans doute parce que la linguistique générale, comme discipline, a dès le début été autonome et non pas liée à une langue ou à une famille de langues, ni à l'enseignement des langues, ni à la grammaire, ni à l'étude phonétique ou phonologique de la langue. Non, c'était une discipline particulière qui se donnait l'objectif d'une connaissance générale des langues et du langage, parce que la sémiologie faisait aussi partie de l'objet de cette linguistique générale. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié de faire ma carrière dans cette discipline, c'est la première chose. Au début, je me suis spécialisé dans l'apprentissage du langage par l'enfant, et puis j'ai rapidement abandonné cette direction de recherche. Pourquoi ? Parce qu'il s'est produit deux événements importants dans ma vie. La première, c'est que je me suis occupé de l'apprentissage, j'ai quitté l'apprentissage du langage par l'enfant pour m'occuper de l'apprentissage du langage et de la langue, notamment de la langue française, par les travailleurs immigrés en France. Les travailleurs étrangers qui venaient travailler en France ou chercher du travail. Aujourd'hui, ils en cherchent toujours, ils n'en trouvent plus. Ils venaient donc chercher du travail en France et ils apprenaient le français, nous appelions ça en milieu naturel, c'est-à-dire sans passer par la formation dans les situations de travail. Alors, je me suis occupé de ce phénomène et immédiatement, j'ai constaté une chose qui a conditionné toute ma carrière, ça a été qu'on ne peut pas étudier comment un travailleur apprend la langue étrangère dans son travail sans comprendre ce qu'est son travail. C'est impossible. C'est inséparable. Et ça a été quelque chose pour moi, une découverte. Ça, c'est le premier grand événement. Le deuxième, plus tard, ça a été de rencontrer dans un séminaire à Paris ma très chère amie Cécilia des choses, avec qui nous avons construit, à l'époque, à la PUC São Paulo, nous avons construit des initiatives communes, des recherches communes. Tu as cité le livre, Linguage, c'est quoi ? Rappelle-moi le titre. Quel est le titre du livre ? Il est loin dans ma mémoire. Oui, je me rappelle pas. Linguage et trabalho. Langage travail, oui. Langage travail. Et c'est un livre collectif qui m'a procuré beaucoup de plaisir et d'intérêt. Et puis, je n'ai jamais cessé de collaborer avec des collègues et des amis brésiliens, brésiliennes, sur presque tout le territoire, mais toujours sur cette même question, langage et travail. Voilà ma première réponse. Merci Daniel. Je ne savais pas cette histoire, c'est très intéressant. Comment tu as rencontré le travail comme un budget. C'était en situation et en essayant d'enseigner le français. C'est très intéressant. Oui, attends. En essayant de construire un apprentissage du français pour les travailleurs immigrés. Moi-même, je n'enseignais pas la langue, mais j'intervenais pour construire et concevoir des méthodes. Alors, à l'époque, il s'agissait beaucoup de travailleurs africains et arabophones, arabes, qui ne connaissaient pas le français. Donc, je m'étais spécialisé dans la conception d'une méthode d'apprentissage du français pour ces travailleurs, mais pas en situation de formation, en situation de travail. Alors, là, je peux te faire ma deuxième question. C'est justement, qu'est-ce que l'étude du langage dans les situations de travail apporte au travail et au contraire, qu'est-ce que le fait d'étudier le travail apporte
à la connaissance du langage? C'est énorme comme question. Je travaille dessus depuis 30 ans. Je ne vais pas résumer 30 ans en 2 minutes. Hein. Oui. Mais si tu veux, les grandes lignes, très grandes lignes. Les grandes lignes, très grandes lignes, oui. Eh bien, c'est que j'ai découvert d'abord pour commencer, pour des personnes dans ce type de situation, c'est-à-dire étrangers, ne connaissant pas ce qu'on appelle dans le jargon du métier la langue cible, la langue étrangère, ne connaissant pas du tout la langue étrangère, naturellement, la situation de communication, la situation concrète, matérielle, dans laquelle il faut utiliser la langue, est absolument déterminante. C'est-à-dire que, en gros, c'est naturellement l'usage, l'emploi de la langue étrangère qui va permettre à ces personnes et à ces travailleurs, puisqu'il s'agissait de travailleurs, non seulement de communiquer avec les autres, mais de maîtriser leur travail, les rapports au travail, les techniques, les outils, la compréhension des consignes. Tout cela passe évidemment par la langue. Et inversement, le travail lui-même qui aide les personnes à structurer leur compréhension, hein, à améliorer leur activité et ainsi de suite, a besoin de la langue pour progresser, pour se développer. Alors je dirais une chose, alors ça c'est vraiment une très grande ligne, mais je crois que c'est très clair, je dirais qu'il y a un double développement de chaque côté, un développement de la capacité langagière, mais aussi d'apprentissage linguistique lié au travail, mais d'autre part, il y a un développement en parallèle, un développement de la capacité au travail, de la compétence, comme on dit, hein, qui est lié à l'apprentissage langagier et linguistique. Et il y a un double développement. Et on ne peut pas, ce que j'ai compris, c'est qu'il était tout à fait arbitraire de les séparer. Ces deux développements, les deux éléments de ce double développement sont liés, complètement liés l'un à l'autre. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Et là, ça va me faire changer un peu l'ordre des questions pour penser à la question du sens. Parce que, Daniel, c'est que tous les analyses que tu as faites, parce que j'ai relu tes textes avant ici, et il montre qu'il n'a pratiquement pas de sens unique, c'est-à-dire que du moins d'interprétation univoque possible des actions. Par exemple, je prends dans les domaines des éducateurs en situation. Je prends l'exemple que tu as commenté dans ton texte, l'un de ton texte, concernant une faute commise par un enfant, par exemple, des éducateurs réagissent par des actes différents et naturellement par des discours. L'un répond par un acte matérialisé, réprimant des punitions, tandis que l'autre fait l'appel uniquement pour son discours au sein des responsabilités du contrevenant. Dans la double recension reçoit rarement un traitement homogène. Alors, je trouve ça très intéressant parce que là, on voit bien la question du sens, du référent, comme ça n'existait pas exactement un signe qui doit tout répondre. Non, alors, je voudrais que tu parles un peu parce que quand je te posais la question par rapport à ce que le travail apporte aux études du langage, je pensais surtout à ça, comment dans les situations de travail, on peut voir clairement cette idée
du signe, comment ça, les signes et du sens, comment ça n'a pas n'est pas figé. On peut avoir plusieurs interprétations selon l'action, selon les collectifs. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Oui, bah, je pourrais parler beaucoup, mais parce que c'est une question essentielle. Nous avions tous au départ, tous les linguistes qui ont été formés à la linguistique classique, moi personnellement, j'ai été structuraliste au début de ma carrière, donc j'avais une croyance dans la théorie du signifié. Hein, le rapport signifiant-signifié, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Et la première chose que j'ai apprise dans les situations en question, y compris celle dont tu viens de parler, c'est que cette relation signifiant-signifié, ça n'est pas ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas. Il n'y a pas un rapport préalable entre ce dont on parle, ça, par exemple, et ce qu'on dit. Non, 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 non. Il n'y a pas de relation biunivoque entre ce dont on parle et ce. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des constructions. Il y a des constructions, comme tu viens de le dire, en situation, bien sûr. Mais ça, c'est pas l'essentiel parce que la sociolinguistique, je suis aussi passé par la sociolinguistique, j'ai fait beaucoup d'étapes dans ma vie. La sociolinguistique nous avait habitués à être très dépendants de la situation, de la référence de la situation, puisqu'à un moment, nous étions tous à la recherche de la situation d'interaction, les interactions situées. Il fallait absolument trouver le rapport avec la situation. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est quelque chose, c'est une dimension, mais j'ai appris qu'il y avait surtout, non pas seulement une relation, mais une construction. Et cette construction, j'ai trouvé le nom qu'il fallait lui donner plus tard en étudiant un théoricien assez connu qui s'appelle Bakhtin. J'ai trouvé que cette construction, c'était ce qu'on appelait le rapport au sens concret. Et le sens concret, ben, il se constitue, il apparaît lorsque l'on échange verbalement avec quelqu'un, mais de telle sorte que ce que l'on dit fasse référence et en même temps incite l'autre à nous répondre. Il n'y a pas de sens en dehors du dialogue. Voilà ce que j'ai compris. Le sens concret, il est dans le dialogue, il est dans la parole de l'un, mais aussi, hop, dans la parole opposée de l'autre. Il n'y a pas le signifiant d'un côté, le signifié de l'autre. Avant, on représentait ça sous la forme d'un axe. Hein, le signifiant d'un côté, le signifié de l'autre, et ça, c'était le sens, le mécanisme du sens. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors ça, j'ai compris. L'exemple que tu cites est très intéressant, parce que l'enseignant ou le formateur qui va s'adresser à un élève fautif ou un apprenant fautif en lui rappelant la norme, hein, la règle, il a beaucoup de chances de ne pas être entendu. L'enseignant qui, lui, va faire appel à la conscience de l'apprenant, à la conscience de l'élève, en lui disant « mais réfléchis bien, tu as bien rencontré quelque part dans ta mémoire, tu t'en souviens pas? Tu as bien rencontré cette situation où on emploie telle expression. » Alors lui, il a toute chance de gagner. Et ça, c'est une conviction maintenant qui ne me quitte plus. C'est dur de dire tout ça brièvement. C'est très difficile. Oui. Alors, je dois montrer parce que j'ai trouvé, je pensais que je n'avais pas ici. C'est ton livre que j'ai eu la chance de participer aussi comme organisateur de ce livre-là. Et là, le texte que je cite que j'ai cité avant, il est dans ce livre qu'on est en train d'essayer parce que c'est complètement, on ne trouve pas pour l'acheter, hein, c'est complètement, on n'a plus.
un tirage Hein? limité. Oui, c'était limité, oui. Et là, on essaye de faire une nouvelle édition. Et pour ça, je montre les livres, l'analyse dialogique de l'activité professionnelle. Et alors, ces livres, je pensais avant qu'il n'était pas avec moi parce que je pensais que j'avais laissé à l'université, dans l'université, tu sais, comme on ne va plus à l'université, né, parce que dans ces contextes des pandémies, non, on a été complètement, du jour au lendemain, tout a changé, non, Daniel? Alors, hein? Complètement. Tout à fait, Et tout à fait. je profite parce qu'aujourd'hui, j'étais vraiment contente que j'ai trouvé les livres. J'ai dit non, là, la pandémie ne m'a pas empêché d'avoir ces livres chez moi. Mais alors, il y a des choses compliquées et je dois t'appeler justement, te demander par rapport à des situations de travail dans la pandémie. Parce qu'ici au Brésil, on a des problèmes très graves parce qu'il y a des gens qui sont au front, non? J'ai dit les professionnels de la santé, aussi d'autres, de la propriété urbaine, d'autres services jugés essentiels. Mais aussi, il y a des enseignants que du jour au lendemain aussi ont commencé le travail à distance. Alors, comme je sais que tu travailles beaucoup sur le travail des profs, je voudrais savoir un peu comment ça se passe en France, parce qu'ici, nous, c'est très, très compliqué pour les étudiants surtout, parce qu'ils n'ont pas les moyens de tout avoir, de connexion Internet et tout ça. Alors, si tu peux nous dire un peu si tu travailles là à ce moment chez toi, comme tu avais dit, c'est aussi avec des enseignants dans des situations compliquées. Oui, bien sûr. Très compliqué, très compliqué. Euh, à plusieurs titres, parce que il n'y a pas, tu le sais comme moi, vous le savez tous, mes chers collègues, il n'y a pas un type d'enseignement, il n'y a pas une façon d'enseigner, il y en a beaucoup, elles sont variées. Ce qui apparaît aujourd'hui, alors, je ne confondrai pas tous les enseignements. Hein. Il est certain que si on considère le travail de nos collègues universitaires, ceux qui jusqu'à présent ont enseigné à distance, on a pu apprendre des choses, enfin, ils ont pu, eux, dans leur pratique professionnelle, apprendre des choses que nous savions déjà, mais qu'ils ont pu vérifier, eux. La première chose, c'est qu'un collègue de l'université, et je les connais tous ceux qui enseignent à distance, puisque les cours à l'université, certains cours en petits groupes, ont repris seulement la semaine dernière à l'université, chez nous, mais ça va s'arrêter tout de suite, parce qu'il y a un rebond, comme on dit, hein, il y a une aggravation de l'épidémie, de la pandémie. Eh bien, les collègues qui enseignaient à distance ont ressenti, c'est extrêmement intéressant quand même, ont ressenti d'abord une sensation de fatigue et d'épuisement physique. Intéressant. On aurait pu croire l'inverse. Et beaucoup d'ailleurs au départ disaient, bon, je suis chez moi devant mon écran, j'ai mes papiers, j'ai mes livres, ça va être facile. Non, pas facile du tout. C'est une question, ça. Première chose. Deuxièmement, ils se sont aperçus, une chose qui aurait pu nous paraître évidente à nous, c'est qu'ils n'avaient rigoureusement aucun repère sur la façon dont le public, dont les étudiants recevaient leur enseignement. Ils ne pouvaient pas les voir. Ils ne pouvaient pas voir les réactions. Ils ne pouvaient pas voir les indices sur le visage des étudiants. Et ils se sont trouvés très, très, très diminués, extrêmement déstabilisés par ce qu'il se passait à ce moment-là. Et ils ont compris une chose, c'est que même
dans une forme de travail totalement verbale, dans une forme de travail monologique, eh bien, on ne travaille pas seul, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a toujours un échange. Moi, je vais plus loin, je dis, il y a toujours dialogue. Même s'il n'y a qu'un qui s'exprime, il y a toujours des formes de dialogue qui nous échappent, mais que nous retrouvons lorsque nous sommes dans une situation de ce type. Et tous m'ont dit vivement qu'on puisse reprendre les cours en présence physique des étudiants, vivement. Ah, c'est une belle leçon. Oui. Mais, et encore, cela, il y a aussi les professeurs qui enseignent à des élèves, pas des étudiants, à des élèves plus jeunes. Donc, ce que nous appelons en France le second degré et le premier degré, les petits-enfants. Alors là, c'est pire que tout. C'est pire que tout parce que soyons sérieux, c'est impossible. C'est impossible. Et ces professeurs-là, donc des enfants plus jeunes, découvrent, je vais dire quelque chose qui va peut-être étonner ou révolter des collègues qui écoutent. Ces professeurs ont découvert que enseigner, ce n'est pas transférer des savoirs et des connaissances, c'est pas ça. Aussi, c'est ça aussi, mais c'est pas l'essentiel. Oui. Enseigner, c'est, comme disait mon collègue Frédéric Soja, c'est mettre les élèves au travail et faire en sorte qu'ils continuent à travailler. C'est déjà ça. Et mettre les élèves au travail, c'est pas facile. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le travail? Donc, du coup, les élèves travaillent. Tiens, les élèves travaillent. Et ils ont compris que les élèves travaillent, ça ne veut pas dire seulement qu'ils font des exercices, qu'ils font des devoirs. Ça veut dire qu'ils ont une activité mentale, largement mentale, mais physique aussi, d'appropriation de la connaissance. Donc, maintenant, moi je dis, enseigner, c'est bien sûr mettre les élèves au travail, mais c'est aussi venir à la rencontre, je fais le geste, c'est venir à la rencontre de l'activité des élèves. Moi, je suis professeur, j'ai une activité d'enseignant. Les élèves qui apprennent, ils ont une activité d'apprenant. Et il faut qu'elles se rencontrent. Et ça, à distance, c'est presque impossible. Peut-être c'est impossible. C'est une manière aussi de penser pourquoi est-ce que mes étudiants, par exemple, à l'université, à la fin du semestre, maintenant, ils me disent « Ah, on veut être en présentiel parce que on n'arrive pas à comprendre. » C'est intéressant, non? Parce qu'il y a une sorte d'activité énigmatique, si on peut dire, quelque chose qui se passe dans la salle avec parmi le prof, les étudiants, et qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Mais c'est sûr que le langage, il fait partie. Le langage, quand j'ai dit, c'est tout, hein, le corps, la parole, la façon performatique, peut-être d'être en classe, non? C'est intéressant. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, il y a, alors c'est pas un linguiste, c'est un sociologue français très connu, y compris à l'étranger, il s'appelait Marcel Mauss, et il a dit, le premier des instruments de communication de l'homme, c'est son corps. Et ça signifie pas, tu sais, nous linguistes, sémiologues, nous avons très longtemps qualifié l'étude des aspects non verbaux du langage, nous les avons renfermés dans l'objet de la sémiologie et uniquement c'est une erreur. C'est une erreur, il n'y a pas il ne devrait pas y avoir. Alors après on a construit une sémiolinguistique. Bon, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je pense que le langage est une activité. C'est une activité.
La dimension, mais ça on sait depuis, bon, il y a des théoriciens que je ne vais pas rappeler, dont un célèbre, qui ont décrit les fonctions du langage, bien entendu, en mettant en premier la fonction de communication. Ben, c'est pas sûr. Ce que tu viens de dire montre bien que à partir du moment où le corps est un instrument de l'activité de celui ou de celle qui communique au moyen de la langue, hein, de la parole, il y a, à partir de ce moment-là, l'échange, il repose sur la totalité des dimensions. Totalité des dimensions. Alors, bien sûr, il y a des cas d'exception, mais on ne va pas les énumérer, c'est sûr. C'est évident, quand j'écoute une conférence à la radio ou sur un écran, je m'efforce de suivre cette conférence. Mais pourquoi ? Parce que le conférencier me propose des notions et des concepts que je maîtrise et que je m'approprie. Il y a donc un mécanisme d'appropriation. Quand ça ne fonctionne pas comme ça ne fonctionne pas du tout. Alors, le travail, précisément, je saisis l'occasion de ce que tu viens de dire, l'étude du travail et de la part du langage au travail, et naturellement, sous langage, il y a la part de la langue, m'a permis de comprendre que communiquer par le langage, c'est un échange d'activités. Il y a le cas des élèves et du prof, il y a le cas des travailleurs à l'atelier, sur le terrain, ou dans la classe, le prof avec ses collègues, etc. Il y a un échange d'activités. Et donc, il ne faut plus parler du langage et même de la langue de façon exclusivement linguistique. Ou alors, oui. Si, c'est possible, mais on fait autre chose. Hein, utile d'ailleurs, on fait quelque chose d'utile. Hein, moi, si je n'avais pas commencé par être linguiste, je ne me préoccuperais pas des relations langage et travail, c'est sûr. Oui. Bon, il y a aujourd'hui, Daniel, mouvement vers des idéologies linguistiques. Je cite au Brésil Moita Lopes Falabella, notre invité, notre collègue qui est là, et aussi Glenda Mello, qui tiennent compte de la mobilité, du mélange des dynamiques politiques, des changements historiques et d'une vision essentialiste. Je ne sais pas si c'est correct de dire comme ça. En tout cas, c'est clair. Et déontologiques aussi. OK. Comment toi, tu travailles dans cette perspective? Pour moi, je sais que tu travailles dans cette perspective depuis un certain temps. Qu'est-ce qui a changé depuis sur les plans méthodologiques? Quels sont les gains à travailler avec cette logique, à ton avis? Je voudrais avec ça que tu me parles un peu du plan méthodologique, parce que je me rappelle que dans les années 90, les gens en France, il y avait des profs qui posaient les hypothèses, qui n'avaient pas de discours sur le travail. Les travailleurs, ils ne parlaient pas parce qu'il n'y avait pas de discours précédent. Et je me rappelle très bien que un jour, tu avais dit, non, ça dépend toujours de la méthode, de la méthodologie. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est cette méthodologie, comment faire pour rendre compte de cette idée de dynamique et mobilité, comment faire ça dans les interventions que tu fais au travail? C'est pas simple non plus. Hein. Tu ne m'épargnes pas. Hein. Mais écoute, à mon âge maintenant, qui n'est pas encore absolument catastrophique, mais on commence à se demander ce qu'on a fait dans la vie. Est-ce qu'on a été utile aux autres? Alors, ça m'amène à faire des synthèses. Mais là, toi, tu m'obliges à faire des synthèses très, très, très ramassées. Hein. Alors, concernant la première partie de ta question, oui, moi, je suis toujours préoccupé, mais même professionnellement, par la question des flux de population, d'échanges qui désormais se diversifient et même augmentent de manière très considérable dans nos sociétés. Alors, en Europe, pendant très longtemps, en Europe et en France,
on a été pendant très longtemps on considérait ça d'un air très supérieur en disant que les personnes qui circulaient, qui venaient séjourner ou vivre chez nous, ils n'avaient qu'à faire l'effort d'apprendre la culture et la langue, sur française, hein, bien sûr, et que c'était à eux de faire l'effort, hein, on n'avait pas à se fatiguer, nous. Bon. Et puis, comme je te l'ai dit, j'ai rencontré des travailleurs immigrés. Et j'ai compris que quand même, il y avait quelque chose qui n'était pas sérieux dans ce que nous disions auparavant, c'est-à-dire que ces personnes-là portaient aussi une culture et des savoirs. Ce n'étaient pas des brutes qui ne savaient rien et qui devaient faire l'effort d'apprendre tout ce que nous savions. J'ai compris ça. Et ça a changé ma façon de voir, mais pas que moi. Hein, l'ensemble de mes collègues, que tu connais certains, je penserais à quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé dans ces années, 80-90, comme Josiane Boutet, par exemple, hein, Bernard Gardin. Nous étions un groupe, j'étais pas loin de là. Hein. Nous avions compris et nous avons défendu l'idée que la relation entre les personnes, ce que nous appelons nous les natifs, hein, en termes linguistiques les locuteurs natifs, et ces personnes, qui étaient la plupart du temps des migrants, devaient prendre la forme, non pas d'un rapport unilatéral, de ceux qui savent avec ceux qui ne savent rien, mais devaient prendre la forme d'échange. Parce que d'abord, on s'est dit, c'est quand nous avons été chargés justement de concevoir, comme je te disais tout à l'heure, des formations pour les personnes qui étaient en situation de migration. C'est à ce moment-là que nous avons compris que si on ne faisait pas appel à leur culture et à leur savoir, ça ne marcherait pas ou ça ne marcherait pas bien. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les choses se sont concrétisées d'une manière prévue. Alors actuellement, nous avons peut-être que, tu le sais, mais vous avez suffisamment de problèmes au Brésil pour ne pas être obligé de savoir ce qui se passe en France. Hein. Je le comprends. Nous avons, comme les autres pays européens, mais peut-être plus, nous sommes confrontés à un problème d'une nouvelle forme d'immigration. Avant, les migrants étaient des personnes adultes qui venaient chercher du travail. Maintenant, ils veulent surtout échapper à la misère dans leur pays, à la misère, à la maladie, au risque de mourir ou d'être assassinés. Donc, ce sont ces personnes-là qui viennent. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans des conditions effroyables. Ils traversent la mer Méditerranée sur des vieux bateaux. C'est horrible. C'est horrible. Hein. Donc, nous disons d'abord qu'il faut s'en occuper. Et s'en occuper, ça veut dire reconnaître que ce sont des personnes et pas des animaux. Et donc, là, les problèmes se posent différemment. Nous sommes obligés de comprendre, d'accepter et de comprendre, pas nous, beaucoup d'autres personnes, qu'il faut considérer que ces gens-là, en même temps qu'ils viennent, nous apportent quelque chose. Ils nous apportent un jeune garçon qui vient du Moyen-Orient, qui a traversé l'Italie, suspendu sous un camion. Hein, parce qu'il y en a qui font ça. Ils passent les frontières suspendus sous un camion. Ils ont une détermination, ils ont une volonté de vivre et d'avoir une autre vie. Il faut considérer qu'ils nous apprennent quelque chose. Parce que pourquoi ils sont là? Hein? Oui. C'est pas simple. Faire entendre ça, c'est pas simple. Hein? C'est sûr. Alors, tu vois, ça change complètement les idées. Et de ce fait, ça nous fait considérer aussi les questions fondamentales, toutes les questions. La question de la conscience. Finalement, qu'est-ce que la conscience? Hein? C'est une forme de prise en compte des apprentissages que l'on fait, de la généralisation
de ces apprentissages, la conceptualisation. On s'aperçoit que les personnes avec lesquelles nous discutons, ces étrangers, ils ne sont pas stupides, ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas les mêmes concepts que nous. C'est-à-dire que face à une réalité de la société française, ils vont avoir une attitude différente. J'ai un exemple qui m'a toujours beaucoup plu. Je l'ai raconté à un des derniers colloques auxquels j'ai participé à São Paulo. Je regardais travailler un professeur de langue dans une classe du secondaire en France, du second degré. C'était une classe de langue étrangère, et il avait face à lui des élèves d'origine d'Europe, des Asiatiques, d'origine asiatique. Et il y avait une leçon avec la photo d'un jeune garçon en train de se nourrir, de manger. Et dessous, il y avait une légende, c'est ce garçon est sorti de l'école, donc en France, à 5 heures, 17 heures, et il mange en rentrant chez lui. Et le professeur voulait faire dire aux élèves qu'est-ce qu'ils mangent. Ce qu'on mange en France à 5 heures de l'après-midi, je ne sais plus comment on dit en portugais, merenda, non? Merenda, si. Merenda. Il voulait faire dire l'équivalent français de merenda, en français, c'est goûter. Le goûter. Cet élève, ce garçon mange son goûter. Et les élèves asiatiques ont dit, monsieur, il est au restaurant. C'est un exemple extraordinaire, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'en France, on ne va pas au restaurant à 5 heures de l'après-midi. Donc la conceptualisation ne fonctionnait pas. Et j'ai dit au professeur, vous savez, il faut remonter la machine et il faut partir de comment ils conscientisent la situation et construire avec eux une démarche d'apprentissage. Mais construire avec eux, c'est ça que j'ai voulu dire. Vous devez construire avec eux. Ça, c'est un exemple simple. C'est un exemple simple, mais la leçon, elle est valable pour toutes les situations. Il y a une collègue brésilienne dont je ne donnerai pas le nom, mais parce que ce que je vais dire est très intéressant. Donc, je pourrais donner parce que c'est intéressant, mais je ne donnerai quand même pas. Elle m'a dit, tu sais, plus j'avance dans ma recherche et dans ma carrière, maintenant que je travaille sur le travail des professeurs, je travaille beaucoup sur ces situations-là. Elle m'a dit, tu sais, je crois qu'il faudrait être très attentif à ce que les étudiants nous apprennent à nous, professeurs. Ça me fait beaucoup réfléchir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, je pense que tu as commencé à développer la réponse, mais aussi je voudrais savoir particulièrement à propos de la méthode d'autoconfrontation, si tu veux dire une méthode de faire exactement déclencher les mouvements dialogiques du sens. Si tu dis que le sens, il est toujours dans cette dynamique dialogique, c'est-à-dire, est-ce que tu as une méthode spécifique pour rattraper un peu ça? Oui, bon, si tu veux, ça fait longtemps. Depuis la date, je l'ai retrouvée parce que je suis en train d'écrire un article là-dessus. Depuis 1989, ça fait longtemps, hein? Oui. Je suis convaincu qu'il faut aborder ces questions-là sous l'angle du dialogue, qu'il faut généraliser le rapport dialogique comme moyen de connaissance. À tout point de vue, d'ailleurs. À tout point de vue, j'ai parlé là de la formation, où je voudrais privilégier systématiquement le dialogue en formation, mais aussi en recherche. Je suis pour une science dialogique. J'y tiens à l'expression. Une science dialogique, ça veut dire une science dans laquelle l'objet de la recherche ne soit pas défini de manière unilatérale
par les chercheurs. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'objet de notre recherche est toujours réduit à la conception que nous en avons, à nos présupposés de chercheurs. Tu vois? Je suis de ceux, parce qu'il y a des collègues qui pensent comme moi, je pense à certains sociologues aussi, à certains historiens, et bien entendu à certains linguistes. Je pense qu'il y a la première phase de toute activité de recherche de notre part consiste à problématiser. Problématiser, ça veut dire reconstruire dans les termes de nos principes de recherche, de notre doctrine, de notre discipline, des questions qui nous sont posées par quoi? Par la société. Il me semble que moi, quand je construis une problématique, j'essaie de savoir comment je vais répondre à des questions qui sont présentes dans la société et qui me reviennent et que je dois, à ce moment-là, rendre explicitable et rendre analysable. Voilà, je crois que c'est ça le premier des problèmes. Alors, bien entendu, si je pose les problèmes, si je réponds à cette question comme je le fais, immédiatement, ce qui vient, à mon avis, ce qui s'impose, c'est l'idée du dialogue, l'idée du rapport dialogique pour ne pas être dans une situation qui consiste à problématiser, c'est-à-dire à reconstruire une demande sociale avec nos seuls points de vue, nos seuls critères et nos seules catégories d'analyse, nos seules catégories d'analyse à nous. Là, je suis plus d'accord. Et ça, l'expérience, elle est humaine. Depuis le temps que j'interviens dans les situations de travail avec des hommes et des femmes, aujourd'hui avec des profs, je m'aperçois qu'on a besoin d'eux pour construire une problématique. Bien sûr, nous jouons un rôle déterminant, mais nous avons besoin d'eux. Et il faut trouver le moyen d'avoir un véritable échange dans un rapport dialogique et pas seulement les considérer, encore une fois, eux-mêmes comme des objets à étudier. Les hommes et les femmes qui travaillent avec nous ne sont pas des objets. Ben oui, ils ont une conscience, ils ont une histoire, ils ont une expérience, chose extrêmement importante pour moi. Elle me vient aussi de la connaissance du travail. Il n'y a pas de travail efficace sur un objet sans expérience professionnelle. Les professeurs le savent très bien. Hein? Oui. Ça, c'est incontournable. Mais comment pourrait-on faire, nous, pour ignorer ça? Quand on travaille avec des collègues professeurs du premier ou du second degré, par exemple, c'est ce que j'ai fait, ce que je fais toujours, je m'adresse à eux, à la personne qui est en face de moi, je collabore avec la personne, mais aussi avec son histoire. C'est incontournable. Et cette histoire, c'est eux qui la connaissent. Hein. Ils la connaissent comme ils connaissent. Ils ont une expérience, mais leur expérience, c'est pas. Alors, je veux dire, au deuxième aspect de la question, cette expérience, malheureusement, elle n'est pas disponible. On ne peut pas la mettre en discours comme ça. Une chose que j'ai apprise, c'est qu'en situation de travail, quand on s'adresse à des travailleurs ou à des professeurs, lorsque on cherche à comprendre leur activité et qu'on fait appel à leur expérience, en premier lieu, le discours qu'ils tiennent, c'est un discours qui ne présente pas d'information, qui ne présente pas d'intérêt, parce qu'il nous propose le discours, ce qu'on appelle, nous, en termes d'ergonomie, que tu connais, le travail prescrit. Ils nous racontent ce qu'on doit faire, pas ce qu'ils font, et pourquoi ils le font, mais parce que ce qu'ils doivent faire. Quand ils ne nous parlent pas de ce qu'ils doivent faire, ils nous tiennent un discours pour nous faire plaisir. Ah, oui. Celui-là, il a l'air gentil, il a une bonne tête, il est venu me voir dans ma classe, je vais lui dire quelque chose qui lui fera plaisir, il sera content. Mais oui, ce sont deux pièges, le prescrit et le discours de circonstance. Quand on veut accéder à l'expérience, d'abord il faut être à deux, le sujet, la personne et nous. Et deuxièmement, là je réponds à ta question, il faut
résoudre le problème méthodologique. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'entretien participatif? Est-ce que, etc., tu vois, les références méthodologiques. Est-ce que c'est cela qu'il faut faire? Est-ce que c'est ce qu'il faut étudier? Non, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Surtout pour les aspects. Attention, il y a des aspects de l'expérience que la personne avec qui nous travaillons ne maîtrise pas elle-même. Ça n'est pas disponible pour qu'elle fasse une mise en mots, une mise en discours de cette expérience. Hein? Là, il y a une théorie psychologique là derrière. Je ne vais pas m'étendre. C'est la théorie c'est la théorie vygotskienne, hein, du courant. On appelle ça du courant historique en psychologie. En fait, l'expérience, la connaissance, se construit en même temps qu'on la met en mots, en même temps qu'on essaye de construire le discours de cette expérience. Donc le défi méthodologique, il était là. Comment construire? Moi, j'ai proposé en 1989 de passer par une forme de rapport dialogique, de dialogue entre le chercheur et la personne, alors que je qualifie de partenaire de la recherche et pas d'objet de la recherche. Un dialogue entre le chercheur et la personne partenaire de la recherche, qui soit bien entendu inséré, intégré dans un cadre méthodologique. Je dis bien un cadre. C'est-à-dire que c'est là que l'entretien ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Le cadre méthodologique, c'est quelque chose qui est construit avec une orientation et qui nous permet de guider et de provoquer l'expression de l'expérience professionnelle. Il y a beaucoup d'exemples, je ne pense pas avoir le temps d'en prendre un, mais ça fonctionne. Ça a donné des résultats tout à fait considérables, non seulement, pas seulement, moi j'en ai fait beaucoup, mais je pense à mon collègue Yves Clos, par exemple, hein, le psychologue du travail très connu, au Brésil aussi. Et nous avons fait ensemble, et il a fait tout seul, des choses extrêmement remarquables avec ce que nous appelons le cadre méthodologique de l'autoconfrontation. On peut approfondir, si tu veux, sur cette question. Ça nous amènerait très loin, mais c'est possible. Oui, je trouve très intéressant. Oui, je ne sais pas, il y a un problème avec le son, non. Parce que, Daniel, c'est parce que toi, tu as un linguiste du terrain. Hein, ton travail, c'est toujours, non, c'est pas d'être dans ton cabinet en étudiant le langage. Hein. C'est pour ça que cette idée aussi de faire, d'être en place, en parlant avec les autres, c'est très important, mais je pense que c'est difficile à faire, c'est à construire. Mais il y a aussi une demande, non, de construire une demande et aussi un but de comprendre pour transformer le travail. Je pense qu'en France, vous avez une tradition peut-être d'aller les chercheurs qui vont au travail des autres, justement en réponse à une demande. C'est qu'au Brésil, ça marche pas comme ça. C'est très compliqué d'entrer dans les travaux des autres. Les gens, ils ont toujours peur d'être jugés et les rapports de force sont tout à fait différents, je pense, qu'en France. Alors, je ne sais pas, même là je vois on est en 55 minutes déjà. Peut-être, oui, ça va vite, hein, Daniel, mais je me rends compte, je pense qu'il y a tellement de choses à te demander, mais quand même, il faut que je sois. Je vais quand même savoir un tout petit peu à propos de cette idée. On a parlé un peu avant à propos des échecs des étudiants immigrés, surtout, n'est-ce pas, qui à l'école, c'est très compliqué par rapport à l'histoire des langues, parce que les profs, ils ont toujours cette idée que des langues comme une unité qui
pure, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas mélanger les choses et on sait bien qu'il va falloir changer cette manière de regarder les langues en général parce que ça n'existait pas, c'est toujours idéalisé. Mais je pense qu'à ces moments, plus que jamais, peut-être, on constate que sur la base de cette logique, si je peux dire les contraires, la logique de réussite, les vies perdent leur valeur d'une certaine manière, non? Alors, pouvons-nous croire que l'échec sera le principal moteur du changement social nécessaire? Qu'est-ce que tu en penses? Si on change un peu les choses, on va faire un pari sur l'échec comme une manière de gagner de force. Je ne sais pas, je vais J'espère quand même que l'échec ne va pas se généraliser parce que ça ne serait pas productif pour la science. Oui. Je voudrais dire une chose, la situation, notamment sociale, n'est plus énormément différente aujourd'hui entre l'Europe et le Brésil et l'Amérique du Sud en général, parce que nous sommes dans des situations très difficiles pour une grande partie de la population. Une grande partie de la population. Les jeunes en particulier. Hein, les jeunes qui sont en grande difficulté, y compris économique. Hein, parce qu'ils ne peuvent plus faire. Il y a beaucoup de jeunes et d'étudiants, je dis ça très rapidement, qui vivaient grâce à ce qu'on appelle en français, tu connais l'expression, les petits boulots. Les petits boulots, hein, les petits travaux qu'on fait, c'est terminé. Et ces jeunes-là, ils ne peuvent plus manger. Simplement, ils ne peuvent plus manger. Bon, passons. Alors, ce que je veux dire, bon, tu m'as décrit, mais je te remercie, ça n'est pas... c'est assez fidèle pour ce qui me concerne. Tu m'as décrit comme un chercheur de terrain, c'est ça, hein? Oui. Oui, mais si je puis dire, ça n'est pas un choix, je ne l'ai pas choisi, ça. Ce n'est pas un choix, c'est une conviction. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'idée de revenir à une recherche sur des productions langagières qui seraient extraites d'une activité dont elles font partie intégrante, je ne peux plus admettre cette idée. Donc, nécessairement, je me confronte, avant c'était dans l'industrie, maintenant c'est dans l'enseignement, je me confronte à des situations concrètes au sens de Bakhtin, hein, c'est-à-dire où, nous avons commencé à parler de ça, c'est-à-dire où le travail du maître est un travail qui implique toute la personne, d'accord? Et toute la personne, ça veut dire les relations, et pas seulement verbales, pas seulement le rapport verbal, les relations dans leur intégralité. Donc, déjà, je ne peux pas évacuer cette dimension. Autre chose, ce que je veux connaître, c'est l'objet du travail. Alors, l'objet du travail, c'est par exemple enseigner. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner une discipline? J'ai constaté depuis très longtemps que ça n'est pas de fournir aux élèves des connaissances abstraites pour qu'ils les ingurgitent et qu'ils les répètent. Non, ça c'est faux. Je répète, il y a une activité propre à l'élève qui consiste à s'approprier les connaissances, mais attention, l'élève, il s'approprie les connaissances que l'activité du maître met à sa disposition, mais il se les approprie d'une manière qui n'est pas prévisible. Il y a même des élèves qui ont une grande activité consistant à essayer de ne pas travailler. Hein, ce sont des génies, ils y arrivent très bien. J'en ai vu beaucoup dans les classes. Passons. Donc là, franchement, m'extraire des situations concrètes dans lesquelles je vois que les activités se coordonnent, l'activité langagière et l'activité centrée sur l'objet, par exemple l'apprentissage, elles sont indissociables. Et je répète que ça m'en apprend autant sur le fonctionnement de ma langue, à l'intérieur du langage, et des autres modes d'échange.
J'ai un maître, il s'appelait Frédéric François, malheureusement il vient de nous quitter, il est décédé cette année, qui disait toujours, il faut remplacer l'opposition signifiant-signifié par l'opposition manifestant-manifesté. C'est-à-dire ce que je manifeste en étant moi-même, et qui est absolument appréhendé par l'autre, qui à son tour manifeste dans ma direction. Ben voilà, je crois que ça, on ne peut pas faire autrement. Alors, bon, ça c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai peur d'être très long encore. Permets-moi de résumer. Donne-moi encore une petite impulsion pour dire des choses très brèves. Non, Daniel, je pense que c'est très bien. C'est bien répondu. Là, on fera maintenant, je pense que ça, peut-être on peut finir, parce que cette rencontre montre qu'on a beaucoup de choses à parler avec toi, à t'entendre. Alors, peut-être on peut continuer dans d'autres situations aussi, à parler un peu plus. Oui, oui. Et là, je te laisse pour tes derniers mots momentané, je dis. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire que, comme toujours, j'ai encore été poussé dans ma réflexion par ce que la façon dont tu as présenté les choses par tes questions. On ne sait jamais, on est toujours étonné d'entendre comment les autres nous considèrent. Et c'est très enrichissant. C'est très enrichissant, donc je t'en remercie. Et c'est une expérience qui m'apporte, et ça me fait extrêmement plaisir. Je voudrais m'excuser parce que je pense que j'ai été emporté par la passion et j'ai dit des choses beaucoup trop longues sur certaines questions, ce qui m'empêche de répondre comme il faudrait à la dernière. Je suis navré. Non, mais écoute, Daniel, on va bien être bactinienne. Le dernier mot, c'est jamais dit. Hein? Alors, on ouvre pour d'autres. Je suis sûre que tu vas penser à ce que je t'ai demandé, moi aussi. Et bon, c'est là, voilà. Et notre public aussi. Alors, merci à tout le monde. Merci à toi, Marie-Stella. Ça m'a fait énormément plaisir de dialoguer, hein, dialogue toujours. Ouais. Et s'il y a des personnes qui entendent ça, je les remercie d'avoir eu la patience d'écouter. Je suis en train de travailler sur ces questions, à la demande d'autres collègues, à ce que je voudrais ajouter. Mais c'est une petite virgule, c'est que je pense qu'au Brésil, vous faites un travail remarquable, un peu partout. Je sais que j'ai des collègues et amis à l'USP, à São Paulo, il y en a la preuve chez vous aussi. J'ai des collègues dans le Nord-Est qui font des choses remarquables. Il y a eu des thèses. J'ai eu l'énorme chance d'être associé à la direction de thèses d'étudiantes. Il faut reconnaître qu'au Brésil, dans ma connaissance actuelle, c'est sûrement des chercheuses qui font avancer la connaissance. Dont 2 avec qui j'ai travaillé, à Fortaleza par exemple, et ce qui m'a beaucoup apporté, et j'ai beaucoup appris dans ce qu'elles faisaient. Donc bravo. Il faut continuer à travailler comme vous le faites au Brésil. Voilà. Alors, merci beaucoup, Daniel. J'espère que tu vas venir au Brésil bientôt. Au revoir. Au revoir.